Les 11, 12 et 13 juin dernier, comme vous le savez tous, s'est tenue à Kingston, à la Jamaïque, une réunion ayant pour thème la crise haïtienne. Tout cela sous les auspices de la CARICOM. Assistaient à cette réunion des chefs d'État et de gouvernement, des hommes politiques, des membres de la société civile, des églises, le monde des affaires, et ainsi que 3 anciens premiers ministres de la région, des hommes de poids, et qui ont un peu servi de modérateurs. Pour en parler, encore une fois, aujourd'hui, nous avons avec nous l'ex-colonel Himmler Rebu, patron du Gré, qui était, bien entendu, à cette réunion, et qui va nous donner sa vision des choses, ce qu'il en a retenu, ce qu'il en espérait avant d'y aller, et peut-être ce qu'il en voit aujourd'hui. Bonsoir, colonel Rebu, et bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge, merci pour l'invitation, puis je profite pour saluer tout le monde. Bon, donc voilà, on revient encore à cette réunion de Kingston, Jamaïque. Je crois que tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'était peut-être la première fois que tous les acteurs de cette crise se retrouvaient autour d'une table et avaient l'occasion de s'exprimer librement. C'est peut-être la vérité qui n'a jamais été dite en Haïti depuis qu'on est rentré dans cette crise. C'est la première fois qu'il y a eu une tentative et une réussite réglée, préparée, connue à l'avance pour qu'on puisse s'asseoir et discuter. C'est la première fois. Tu l'as dit en introduction, toutes les tendances politiques étaient présentes, les structures de la société civile, les structures religieuses, les structures des affaires, tout le monde y était. Et l'organisation était impeccable du point de vue préparation, parce que c'est déjà le 16 mai que la CARICOM avait commencé à envoyer les inputs sur les invités, l'organisation. Et c'est pourquoi pendant les 3 jours, c'était tellement bien réglé qu'il n'y a pas eu de couac. J'ai entendu dire, parce que le mardi, et on a eu 2 ateliers, moi j'étais dans l'atelier B, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques petits couacs au niveau de l'atelier A, au point qu'ils n'ont pas fini leur discussion avec des propositions, ce qui n'a pas été le cas dans l'atelier B, où il y avait Famille Lavalas, le collectif. Alors, toutes les tendances étaient représentées dans tous les ateliers. Dans mon atelier, il y avait les gens de Montana, par la voix de Mme Magali Komodeni. Il y avait le professeur Desroches qui était dans le même atelier que moi, le père François, les gens de ED par la présence de son chef, l'ancien Premier ministre, Claude Joseph, et des représentants du 21 décembre, notamment avec la sénatrice Edmond Supplice-Bouzil. Toutes les tendances étaient représentées. On a eu une méthodologie d'approche qui a permis d'éviter les questions difficiles en posant la question tout simplement, face à la crise, qu'est-ce que nous proposons? Et j'ai été la première personne dans mon groupe à prendre la parole et j'avais fait la proposition qu'on discute de la formule à utiliser pour sortir de la crise. Et on est tous rentrés là-dedans et il y a eu 7 propositions. Toutes les propositions, alors 6 des propositions ont convergé vers la formule d'un collège présidentiel et il y a eu les représentants du 21 décembre par la voix de Mme Edmond Supplice-Bouzil qui a préconisé un élargissement du HCT et un élargissement du gouvernement à d'autres groupes, à d'autres tendances qui voudraient bien y participer. Ce n'était pas la position majoritaire. Ce que les gens ne comprennent pas
il y a beaucoup de gens qui sont dans la crise, mais qui ne comprennent pas, qui ne s'expliquent pas pourquoi c'est compliqué. C'est une chose extrêmement simple. Il y a des gens qui croient qu'on peut exercer un pouvoir, faire fonctionner un pays en dehors de la loi totalement. Sous le prétexte que la Constitution, qui est là, qui est debout, ne peut pas être appliquée. S'il y a des institutions qui sont inopérantes, qui ne sont pas là, que l'on ne peut pas appliquer les lois telles qu'elles sont décrites, quelle est la solution qui reste? Qu'on s'asseye, qu'on prenne chaque problème et qu'on fasse des propositions de solutions et qu'on ait un accord. Les gens qui sont d'accord entre eux ne peuvent pas faire un accord. C'est la différence d'opinion, la différence de positionnement qui peut mener à un accord. Oui, oui. Donc, un accord, on peut trouver un accord entre des gens qui ne sont pas d'accord. Qui au départ ne sont pas d'accord, mais qui au fil des discussions vont voir qu'on peut faire très des bien. concessions, Exactement. etc. Voilà, oui, bien sûr. Donc, la Jamaïque a été un bon exercice, une bonne expérience. Ça a permis à des gens qui ne se sont jamais rencontrés en Haïti d'avoir un explicatif à leur proposition. Le GRE s'est retrouvé à l'intérieur du collectif du 30 janvier, a signé une proposition allant dans le même sens que la proposition de Montana, que Famille Lavalas, que ED, plusieurs autres groupes qui étaient dans la salle. Et c'est pourquoi, en revenant à Port-au-Prince, parce que justement le docteur Ariel Henry avait dit que lui, il n'était pas venu à Kingston pour recevoir des dictats, ni pour avoir un autre accord. Il l'avait dit dès le départ, et en cela, il a été droit dans ses bottes jusqu'à la fin des discussions, jusqu'au dernier jour, et il a dit qu'il est prêt à élargir le HCT et à élargir son gouvernement. Le gouvernement, oui. Alors que justement, ce n'est pas une question de positionnement de pouvoir. On pourrait se poser la question simple. Ça fait bientôt 2 ans que le docteur Ariel Henry est au pouvoir. Est-ce que les gens qui ne sont pas d'accord avec lui l'empêchent d'assurer la sécurité et la tranquillité des rues et des familles? Non. Est-ce que les gens qui ne sont pas d'accord avec lui sont à la base des difficultés de toutes les familles haïtiennes en matière économique et financière? La réponse est non. Bien sûr. Donc, il a en main les rouages, les structures de l'État pour accomplir ce qu'il a accepté comme charge, faire marcher le pays. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ou bien un manque de volonté, ou bien, quelque part, des gens qui ne sont pas suffisamment compétents dans les positions où ils se trouvent. Donc, Oui. ce sont des questions simples qu'il faut répondre, parce que la réalité, il y a des gens qui critiquent cette proposition, cette position, qui disent même des choses extraordinaires, on va avoir 5 présidents, 5 cortèges, etc. Ce sont des gens qui ne veulent pas aller au fond de la question. Je disais tantôt, c'est quoi le fond du problème? On a une constitution qui est debout et qui dit comment les choses doivent se faire dans la République. Par exemple, mettre en place un CEP. Il n'y a que le président de la République qui a le pouvoir de le faire. Tout à fait. Appeler le peuple en ses comices. Il n'y a que le président de la République qui peut le faire. Le docteur Ariel Henry ne peut pas le faire. Bon, oui, mais faut donner le rébut. Oui. C'est ce que dit la Constitution. Oui. Mais dans le même temps, tout le monde peut constater que ce que demande la Constitution
n'est pas faisable en l'état, Non, puisqu'il n'y a pas de président. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas Expliquez-moi. Ce n'est pas la vérité. Parce que par exemple, le docteur Ariel Henry et ses ministres disent qu'ils gouvernent suivant les dispositions de l'article 149 de la Constitution. Donc, ils reconnaissent qu'il y a une Constitution et une Constitution qui prévoit des solutions en cas d'absence définitive du président de la République. Ce n'est pas la vérité. Ce qui devrait être fait ne l'a pas été. Que dit l'article 149? Si le président arrive à être disponible pendant la première, la deuxième, la troisième année de son mandat, le Premier ministre, le Conseil des ministres, sous la conduite du Premier ministre, assure le pouvoir exécutif et organise des élections entre 90 et 120 jours pour remplacer le président. Exact. Le président n'était pas à la première, la deuxième, la troisième année de son mandat. L'article 149 dit, si ceci arrive à la 4e année du mandat du président, c'est le Parlement haïtien qui se réunit et qui élit un président. Dans le premier cas, le Conseil des ministres n'a pas réalisé les élections pendant les 90 jours. C'est le seul cas qu'il pouvait évoquer. Et le second cas n'était pas applicable, qui devrait être appliqué parce que c'était la 4e année du mandat du président. Il n'y avait pas de Parlement. Donc, dans ce cas, c'est ce que le maître, celui qu'on avait assassiné, maître Dorval, dirait, c'est ce qu'on appelle, on est dans le cas des formalités impossibles. C'est dans ce genre de cas-là qu'on trouve un accord politique. Un accord politique pour décider de quoi? Comment rendre actives les dispositions qui dépendent de la présidence. Donc, il faut mettre en place une présidence, pas un président, une présidence, et qui va remplir les fonctions comme dans un coup d'État. Par exemple, quand le président Jean-Claude Duvalier est parti, il y avait la Constitution de 1983. Donc, il y avait un Conseil national de gouvernement au départ de 7 membres, qui ensuite avait été réduit à 3 membres, Triumvirat, qui ont rempli les fonctions de la présidence. Et à partir de ce moment, tout le jeu reste normal, et ceci à partir d'un accord politique. On a eu le cas en 1957 avec le collégial. Donc, quand on est face à ce cas, le premier problème à résoudre, c'est le problème de la présidence, pas du président, de la présidence en tant qu'institution. Si ceci avait été résolu, à moins que le docteur Ariel Henry aurait admis avoir fait un coup d'État, donc il devient un président de fait, cela aurait résolu tous les problèmes. Il est un président de fait, donc il assume les charges du président de la République et il fait ce que dit la Constitution que le président doit faire, tout simplement. Premièrement, il n'a pas assumé. Donc, s'il n'a pas assumé au départ, ce qu'il lui reste à faire, c'est un accord. Maintenant, pourquoi? Ça fait 2 ans que le docteur Ariel Henry nous dit qu'il va mettre un CEP en place. oui. Qu'il va faire des élections. Qu'est-ce qui l'a empêché de les faire? Personne. Personne. Pourquoi? L'insécurité en premier. Et qu'est-ce qui lui empêche de résoudre le problème de la sécurité? Ah, ça, Jusqu'à présent, ça c'est la question à $1 million. le niveau de connaissance que j'ai en cette matière me permet de dire que rien de ce qui aurait dû être tenté pour résoudre les problèmes de sécurité n'a été essayé. Rien, absolument rien. Le premier petit mouvement pour prendre en charge la question de la sécurité n'a pas été fait. Nous parlons des étrangers. Mais dès le départ, tu te souviens, c'est que je t'avais dit que les étrangers ne vont pas venir. Ils ne peuvent pas venir. Parce que entre le parler
et rentrer dans la réalité fonctionnelle du terrain, c'est deux choses. Les gens ne font pas la guerre pour le plaisir d'entrer en guerre. Il y a une vraie situation de guerre, une vraie fausse situation de guerre. Parce que quand on a eu cette réaction-là de la population au mois d'avril, on s'est tous dit, ben, écoutez, les bandits ne sont pas aussi convaincus que ça. La peur changeait de camp. On a découvert que ce sont des êtres humains et que tout être humain n'aime pas la mort. Ouais. Donc les bandits sont forts, c'est parce que l'État, dans ses institutions, ne s'est pas mis debout. Là, maintenant, comme citoyen, je me demande pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, le peu d'efforts qui auraient été faits avec l'appui de la population, nous avons pour nous chercher un bandit pour nous faire thé en Haïti. Je ne peux pas dire qu'il y a de la complaisance. Je ne peux pas dire qu'il y a un fait exprès. Je ne peux pas dire que c'est un choix politique. Mais ce que je sais que rien n'a été tenté par l'État pour se mettre debout face à ce banditisme. Pour quelle raison? Je ne sais pas ça, il faut investiguer. Et c'est en trouvant les raisons qu'on peut aussi arriver à trouver les solutions. Oui, c'est très fort ce que vous dites là, colonel Rébu. En effet, il y a des tas de points d'interrogation qui vont rester des points d'interrogation pendant longtemps encore, semble-t-il. Il ne faut pas se faire l'illusion. Les nations finissent toujours par se venger de ceux-là qui les dirigent mal. Il faut toujours... Par exemple, il y a beaucoup de gens qui avaient cru que les bandits étaient des gens absolument indomptables, inattaquables, etc. On a vu que ce n'est pas vrai. On a vu que ce n'est pas vrai. Oui, non. Ça, et oui. On a, en cachette, fait l'économie de l'utilisation de cette piste de solution. On ne l'a pas amplifiée, on ne l'a pas encouragée, on ne l'a pas encadrée. Pourquoi? Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Comme la nature a horreur du vide, les bandits reprennent du service. Avec du poil de la bête, oui. Oui. Maintenant, pour moi, je crois que la Jamaïque, c'était un bon exercice. Le docteur Ariel Henry, d'après moi, il est dans la... J'ai vu ses supporters aussi à la Jamaïque. Ce sont des gens très convaincus. Très convaincus. Et ça m'a fait venir en mémoire une histoire ancienne. C'est quand il avait été proposé au président Jean-Claude Duvalier de réaliser des élections en Haïti pour sortir lui-même le pays du système dictatorial pour faire la transition vers la démocratie. Il y avait des supporters qui avaient crié sur tous les toits que la présidence à vie n'est pas négociable. Et c'est ce qui a conduit le pays. Jean-Claude Duvalier aurait pu être président jusqu'à aujourd'hui, en allant régulièrement aux élections, chaque 6 ans, chaque 5 ans, chaque 4 ans, comme l'avait prévu la Constitution de 1983. Et à l'époque, il avait toutes les chances d'être réélu. Légalement et sans tricher. Et sans tricher. Yeah. Maintenant, ce sont les gens qui s'agitent autour du pouvoir, qui sont les pires. C'est ce qui est arrivé au président Jovenel Moïse. Ce sont les mauvais conseillers qui jouissent du pouvoir de manière massive et qui prennent le pouvoir à un niveau charnel. C'est une affaire privée, une affaire personnelle. Personne d'autre ne peut s'en approcher. C'est eux-mêmes qui chauffent tête pour nous diriger, fait l'aller dans mauvais route, et puis il arrive un jour où ce chef, au prétendu chef, se retrouve face à sa vérité. Le docteur Ariel Henry ne pourra pas organiser les élections telles qu'il le dit. Non. Il peut faire quelque chose. D'ailleurs, c'est l'histoire des élections mal faites, mal conçues, mal faites, frauduleuses, qui nous ont conduits là où nous en sommes. Donc c'est un moment que si nous étions des êtres sains, des êtres normaux, avoir un moment de rupture, nous rapprocher le plus possible de la loi et remettre le pays sur les rails.
ceci est totalement simple, totalement faisable, sauf une mauvaise compréhension de ce que c'est que le pouvoir. Il y a quelque chose, si tu me permets, je voudrais dire, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit sur et Télémétropole, qui est une grande vérité. Il y a un intervenant qui a dit que les autres groupes dans la salle, dans le groupe B, étaient d'accord pour un élargissement du HCT, un élargissement du gouvernement. Ça a été la position exprimée par Mme Edmond Supplice-Bozil au nom du 21 décembre. C'est la position du 21 décembre. Personne n'est d'accord pour un élargissement du HCT, ni pour intégrer le gouvernement tel qu'il est dans les conditions actuelles, en dehors d'un accord politique formel. Oui. Il y a, le nom de Mme Magali Komo-Denis a été cité, effectivement, dans la salle. Mme Magali Komo-Denis a dit qu'on n'est pas venu à la Jamaïque pour trouver un accord qui humilierait le docteur Ariel Henry. On n'est pas venu demander le départ du docteur Ariel Henry. On est venu chercher un accord, et même s'il aurait fallu que le docteur Ariel Henry aille au niveau du collège présidentiel, c'est une chose envisageable politiquement, de telle sorte que nous cessions de traîner ceux-là qui ont dirigé le pays dans la boue. Voilà ce qu'elle avait dit dans la salle. Et au niveau du collectif du 30 janvier, nous avons pactisé, accepté cette perspective. Il n'y a pas une lutte pour renvoyer le docteur Ariel Henry aux orties. Non. Il nous faut trouver une solution au problème, mais ceci doit être fait dans l'esprit des lois de la République. Vous avez répondu à M. Rognier Desroches. Oui, ce qu'il avait dit n'était pas correct. Bon, très bien. Ce n'était pas ça qui avait été dit, ce n'était pas ça la vérité. C'est parfait. Bon, écoutez, colonel, une autre chose positive, la première étant le fait que vous avez rappelé, à savoir que c'était la première fois que tous les acteurs se retrouvaient et pouvaient librement s'exprimer. La seconde bonne chose, c'est que vous êtes appelé à continuer cette réunion de la Jamaïque ici sur place en Haïti. En effet, mais les préparations déjà, le travail, on est en continuité. Magnifique. Par exemple, on a eu j'ai participé à au moins 5 réunions. Magnifique. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 8 jours qu'on est rentré. Oui. J'ai participé à 5 réunions. Non. Ce matin encore, on était à une réunion où ceux-là qui ont signé la proposition de Kingston se sont réunis et préparent déjà la suite des discussions. Très bien. On n'est pas sur un front de guerre. Le front de guerre n'amène pas des solutions à la population. C'est ça. On est dans un positionnement de trouver des solutions pour sortir la population dans la situation où elle se trouve, même si ça demanderait que le docteur Ariel Henry monte au collège présidentiel qui est proposé par les entités qui étaient en discussion et qui devraient avoir les représentants du 21 décembre, de Montana, du collectif, du secteur privé et de la diaspora. C'est à cette proposition qu'on est arrivé. Et pour les gens qui s'inquiètent pour la pléthore de présidents, etc., ce n'est pas la vérité. Sinon, il n'y aurait pas de conseil d'administration dans nos entreprises en Haïti. Il y a une structure collégiale qui dirige et il y a des règles qui doivent être respectées au niveau de cette structure collégiale. Et la mécanique est déjà prévue, écrite, parce que quand le GRE avait adhéré au consensus Penn-Montana, c'est nous autres qui avions écrit le document sur la méthodologie pour faire fonctionner sans heurts le collège présidentiel. Ce n'est pas une idée nouvelle. Colonel Rébu, vous venez de nous dire que vous ne chômez pas, parce que 5 réunions en une semaine, c'est beaucoup, y compris ce matin. Mais, allez-y. Bon, faire 5 réunions, c'est bien.
Mais si c'est pour se gratter les orteils, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, avez-vous progressé? Et si oui, dans quel domaine? On a beaucoup progressé. Premièrement, on a pu trouver des gens. Je vous ai dit que le collectif qui a l'OPL, GRI, UNIR, MOPOD, etc., la paix, on a signé une proposition avec Famille Lavalas, qui était représentée par Madame Narcisse et par l'architecte Leslie Voltaire, avec Léné Balthazar de PHTK, avec Emmanuel Ménard de Force Louverturienne, avec le Premier ministre Claude Joseph de ED, avec Montana. On était encore en réunion. Et on est en train de travailler sur quoi? Sur tout ce qu'il y a comme explicatif à la proposition qui a été faite, que nous tous nous avons signé. Comment monter les structures pour d'abord avoir une présidence pour contourner les problèmes légaux devant nous conduire à la modification constitutionnelle, devant conduire finalement à la mise en place d'un CEP de consensus et finalement arriver à réaliser des élections. Si on tente de faire le contraire, nous allons encore perdre une année, 2 années, et les problèmes resteront à la place. Sur la question de la sécurité, on a avancé. OK. Il y a des gens qui font des reproches au Canada pour certaines gaucheries qui ont été faites par rapport à des déclarations, des déclarations anormales. Oui. Mais cela témoigne quoi? Cela veut dire que les États-Unis, le Canada sont préoccupés par la situation, mais n'ont pas été aidés par les Haïtiens eux-mêmes pour trouver les bonnes pistes de solution. Je ne suis pas ingénu. Mais on a eu, pendant les réunions à Kingston, des réunions, des rencontres en aparté avec les structures de ces pays-là, pour expliquer nos positions et pour expliquer nos propositions non plus. On n'est pas en situation de quête de pouvoir, on est en situation de quête de solutions, et les solutions seront trouvées avec les Haïtiens, comme nous le disent les étrangers, et avec l'appui des étrangers. Et les délégués de la CARICOM rentrent en Haïti. Ils ont déjà envoyé des communications liées au suivi qui doit être fait par rapport au travail qui a été entamé à Kingston. Magnifique. Magnifique. Ben, je suis très heureux d'entendre ces nouvelles qui, finalement, sont de nature à soulever un petit peu l'espoir de voir cette crise finalement maîtrisée, jugulée. Malheureusement, colonel, le temps nous fait la guerre. Et on va être obligé de conclure cette entrevue. Bon, je vous laisse quelques instants si vous avez une dernière déclaration. Moi, ce que je crois, le docteur Ariel Henry doit faire l'effort pour cesser d'écouter les chants des sirènes. Quand vous êtes au pouvoir, ce sont les gens qui vous poussent dans la mauvaise direction qui sont les plus virulents parce que jouissant du pouvoir. Aujourd'hui, le président Jovenel Moïse est mort. Il était seul à mourir. Il n'y avait pas un de ses conseillers à l'accompagner dans la mort. Au contraire. Il y a beaucoup de ses conseillers qui continuent de jouir des retombées de ce moment de pouvoir. Le docteur Ariel doit savoir qu'il est un homme, qu'il a un devoir qu'il aurait dû remplir correctement en faveur du peuple haïtien. Depuis 2 ans déjà, ce n'était pas le cas. Mettons l'orgueil, le désir de pouvoir pour le pouvoir de côté, cherchons ensemble des résultats, car il ne pourra jamais, mais jamais, réaliser des élections qui seront de vraies élections, de bonnes élections, en dehors de ce que dit la loi en Haïti,
en dehors même de l'esprit des lois. On a déjà suffisamment souffert. C'est le moment de tourner la page, de trouver les solutions tranquilles, raisonnables, allant sinon dans la loi, mais dans l'esprit des lois, pour arriver à sortir ceux-là qui souffrent, ceux-là qui sont violés, ceux-là qui sont kidnappés de cette ambiance de torpeur et de peur permanente. Puisse le ciel vous entendre, colonel Rébu. Puisse ceux-là qui assistent le docteur Ariel Henry se calmer et le laisser écouter la bonne parole. Voilà. Merci beaucoup. Merci de vous être rendu disponible pour nous, colonel Rébu, surtout d'avoir fait l'effort de venir sur le plateau en présentiel, comme on dit maintenant. C'est un devoir. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à vous aussi et bonne fin de journée à tout le monde. Voilà, c'était l'ex-colonel Himmler Rébu, le patron du Gré, qui venait nous faire part de son expérience à la Jamaïque, de ce qu'il en a retenu et des espoirs qu'il garde maintenant concernant l'avenir et peut-être une forme, début de résolution de la crise.